Bonsoir à tous. Bienvenue dans mon salon. C'est avec plaisir d'ailleurs que je vais partager ma spécialité avec vous, l'axiologie. Je vais vous parler d'émotions, de savoir-être, de conscience, de comportement, d'intellect. C'est le point commun dans tout ça, comment fonctionne votre tête, ce que vous en faites, ce qu'il faudrait en faire, enfin bon, peu importe. On va parler de tout ça. Je suis assez heureux d'être avec vous ce soir. Je vais commencer avec une citation de Bergson, un philosophe du début du XXe siècle, un peu avant même d'ailleurs, XIXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. Alors Bergson il disait, si nous pouvions parvenir à établir une communication entre les choses et nous-mêmes, nous serions en harmonie avec la réalité. Là, il y a deux barrières à passer, l'harmonie et la réalité. Alors l'harmonie, je ne vous cache pas que ce n'est pas évident. Les gens en harmonie sont quand même assez rares. Quant à la réalité, chacun a la sienne. Donc, pour y arriver, ça ne va pas être facile. Pourtant, il y a des pistes à explorer et ce sont ces pistes-là que je vais ouvrir devant vous. Allez, c'est parti. Où va nous mener notre voyage? Ça marche. Donc, on va faire un voyage en 3 étapes, plutôt 2 étapes et une destination. La première étape, ça sera l'axiologie scientifique. Ben, c'est celle quand ça va mal. Là, on a besoin d'urgence d'un spécialiste. Il faut que ça aille vite. On ne sait pas pourquoi ça ne va pas, mais il faut que ça aille mieux. Donc, on va voir un spécialiste. C'est l'axiologie scientifique. Et puis, il y a l'axiologie quand ça va bien. C'est l'axiologie du savoir-être. C'est celle qu'on utilise tous les jours, au quotidien. Je vais vous donner quelques clés pour y parvenir. Normalement, c'est celle-là qui devrait primer sur l'autre, mais comme on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien, on se rattrape sur l'autre. Mais l'axiologie scientifique, si j'ai un conseil à vous donner, passez-vous de moi et faites le mieux que vous pouvez pour que ça soit préventif et que ça marche tout seul avec vous. C'est bizarre, mais c'est pourtant comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis la troisième étape et la destination finale, ça sera la chambre des secrets. Je ne vous en dis pas plus, c'est un secret, bien sûr. Et donc, je vous livrerai quelques secrets qui risquent fort de vous surprendre. C'est la destination finale. Si on a le temps, on l'atteindra. Sinon, on l'effleurera parce que je ne vous laisserai pas sur votre faim non plus. Et puis, peut-être une fois prochaine, on reprendra la discussion. Donc, voilà comment ça se passe. Ah, j'ai oublié la petite case du haut, la présentation, bien sûr. Ben, je suis Denis Notary. Oui, Denis Lamalis, parce que j'ai commencé comme ça, très jeune. Et puis, je m'intéressais à tout. La curiosité, ça a été mon plus gros défaut. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à l'axiologie? Ben, voilà pourquoi. Donc, j'ai démarré par un parcours scolaire plutôt scientifique, un peu chaotique, parce que je suis aussi un peu rêveur, beaucoup même. Et donc, ça m'a ouvert les portes de l'axiologie, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Donc, je suis un peu rêveur, mais j'ai quand même la tête sur les épaules. Je suis scientifique de formation, j'ai une maîtrise de mathématiques, et puis je me suis donc intéressé à l'axiologie, qui n'est pas une spécialité reconnue, ni même connue d'ailleurs. Vous êtes les premiers, les deuxièmes, on va dire. Il y a quand même un peu de monde, quelques personnes qui sont passées un peu avant vous. C'est une spécialité qui n'est pas connue du tout. Ce n'est pas un problème, parce que l'époque en a besoin maintenant et peut-être pas avant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, en ce qui me concerne, j'essaierai de lever toutes les interrogations qu'il pourra y avoir pendant ma conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez un petit pendant mon intervention, vous envoyez un petit mot, vous me posez votre question, et si elle nécessite une réponse immédiate, je le ferai avec plaisir.
Voilà comment ça fonctionne. Dans l'axiologie, ce n'est pas une invention. Ça, c'est important. L'axiologie, c'est une découverte. Pourquoi ce n'est pas une invention? Parce que une invention, ça part d'une idée qui se réalise. Et du début à la fin, tout est humain. Toutes les interventions sont humaines. L'axiologie, non. C'est un, comment dire, c'est un élément, c'est une science, c'est devenu une science, mais c'est surtout quelque chose qui est autour de nous. Nous vivons avec, vous vivez avec, vous utilisez les rouages, peut-être pas les plus perfectionnés, mais vous en utilisez les rouages au quotidien. Vous savez que c'est là, mais vous ne savez pas non plus que c'est là. C'est comme ça, c'est comme toute chose. C'est c'est défini par les lois de la nature. Donc, c'est fait pour s'en servir avant d'être fait pour le comprendre et pour l'expliquer. Et en ce sens, c'est une découverte. Pourquoi c'est utile? Parce que justement, elle fait partie de notre vie et ça va être le mode d'emploi de notre intellect. Donc, le côté thérapie, nouvelle thérapie, non, oui et non, ok, ça marche, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est un savoir-faire. Le savoir-faire, soit il est utilisé par un technicien, donc un praticien qui va intervenir en situation d'urgence, moi en l'occurrence, soit il est utilisé par quiconque en connaît les rouages ou les règles les plus élémentaires, les plus basiques, et partant de là, c'est du savoir-faire. C'est une science qui répond à des principes fondamentaux. On ne peut pas faire n'importe quoi en axiologie, même si on sait faire. Si on utilise un outil et qu'on ne sait pas le manipuler, on se blesse. C'est pareil. Donc, ça utilise des règles fondamentales, mais c'est accessible à tous. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça pour toutes les sciences. Les mathématiques servent à construire des immeubles, et puis ils servent à savoir compter. Elles servent à savoir compter pour rendre la monnaie quand on va chercher son pain. Donc voilà pour ce qui est de l'axiologie. Alors, c'est une science, mais pas seulement. Je vais vous donner déjà la définition de cette science. Ça, c'est important parce qu'on va démarrer avec des bases bien solides. L'axiologie s'inscrit dans le cadre des sciences de la vie. Elle est l'essence même du fonctionnement de notre intellect. L'intellect, c'est votre intelligence. Alors, pas l'intelligence du quotidien, comment savoir réparer une voiture, comment faire de la cuisine. Non, non. Là, je parle d'intelligence fondamentale. Votre intellect. Cet intellect a deux fonctions. Ça vous permet de réfléchir à diverses choses et ça vous permet aussi de comprendre et de communiquer. Ça aura son importance. Donc, c'est l'essence même du fonctionnement de notre intellect, c'est-à-dire c'est notre mode d'emploi interne. Tout individu a un mode d'emploi. Le corps humain a un mode d'emploi. On ne fait pas n'importe quoi sur un corps humain. Eh bien, l'intellect a aussi un mode d'emploi et il est scientifique. Il répond à des règles mathématiques. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne répare pas l'intellect n'importe comment, surtout si on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça sera l'objet du début de mon intervention. Je vais parfois être un peu technique, je suis désolé, ça sera, je vais dire, un peu nécessaire pour bien progresser et avoir de bons jalons pour avancer sur notre chemin. Donc l'axiologie se concentre sur la compréhension du fonctionnement réfléchi de l'esprit. Nous ne sommes pas dans la psychologie. Nous sommes dans le fonctionnement réfléchi de l'esprit par opposition aux neurosciences qui en étudient le fonctionnement mécanique. La finalité de l'axiologie, je résume ça comme ça, mais je pourrais être plus large en disant la finalité
de notre existence sur Terre, mais sans prétention, parce que ce n'est pas moi qui le définis comme ça. La finalité de l'axiologie, c'est l'objectivité. Chacun à son niveau. L'objectivité, ça paraît dérisoire. On est objectif, on est subjectif, on s'en fiche un peu, pourvu que ça marche. Certes, ça, c'est dans l'interaction, dans l'instant présent. OK. En réalité, non. Notre passage sur Terre est entièrement pédagogique et il n'est pas livré au hasard, qui, comme chacun sait, n'existe pas. Donc, l'objectivité, ce n'est pas seulement pour les magistrats pour décider qui est coupable ou qui est innocent. Non, l'objectivité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous savez très bien que quand les avis divergent, c'est que les points de vue sont opposés et donc l'objectivité, elle est totalement absente. Sinon, tout le monde serait du même avis selon des critères bien définis et acceptés par tous. Donc, petit rappel sur l'objectivité, c'est fondamental. Être objectif, c'est être à la bonne place. C'est choisir le moment opportun. C'est faire des choix judicieux. Prendre des décisions fondées. Je ne dis pas le niveau que ça atteint, l'objectivité. C'est avoir des projections réalistes et des résultats à la hauteur, même supérieurs aux attentes. C'est pas rien. Ça paraît tout à la fois bien compliqué et impossible à atteindre. Et pourtant, c'est notre boulot. Chacun à notre niveau, nous avons l'obligation d'épurer notre nature, qui, elle, n'est pas objective du tout, pour atteindre cet objectif-là. Alors, je vais prendre un exemple, un truc tout simple. J'ai un projet. On va démarrer de façon concrète. J'ai un projet. Tout le monde a un projet. C'est génial. Et là, quand on a un projet, c'est impeccable. Là, on fonce, on défonce les portes et on fonce. OK. Alors, ma théorie, elle est simple. Je conçois mon projet, je l'élabore, je le façonne, je le mets en place et pouf, il est réalisé. Génial. OK. J'oublie que mon projet, il concerne une ou plusieurs personnes. Et il a des objectifs variés. Il y a des moyens différents à mettre en œuvre. Et puis, ces moyens, pour les mettre en œuvre, il va falloir des méthodes diverses qui ne sont pas toujours compatibles. Il me faudra des contacts. Et puis, on y va, on y va, on y va. Et en fait, sur le plan pratique, il y a un environnement qui n'est pas toujours favorable ou sans être hostile, qui ne facilite pas les choses. La trajectoire, elle n'est pas évidemment bien droite, bien linéaire, et puis alors les orientations, il va falloir les tenir, et ça, c'est pas simple. Donc, un projet, c'est ça. En gros, hein, je ne veux pas dramatiser, mais un projet, c'est ça. Du moins au début. Après ça s'épure, ça va beaucoup mieux, mais au moins au début, c'est comme ça. OK. Et là, eh bien, en réalité, le projet, il a subi des déformations, il est plus du tout comme il devait être. Il a subi des déformations, des modifications. Il avance toujours, mais c'est plus pareil. Donc, le projet a été modifié, mais pas modifié par soi, il a été modifié par le contexte, par tous les éléments qui modulent notre avancée, qui modulent nos décisions. On est obligé de tempérer avec tout ça. Donc, mener un projet nécessite de faire preuve de réflexion, c'est savoir avancer sans aller trop loin, mais en même temps sans prendre de retard. Donc, il faut faire preuve de réflexion, de discernement. Il faut savoir attendre, mais pas trop. C'est pas évident. Et des fois, on s'impatiente, on brûle les étapes, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés, mais ça avance quand même. Donc, un projet, et je ne parle que d'un projet élémentaire, ça peut être beaucoup plus complexe que ça.
un projet, c'est une juste répartition entre la confiance et la méfiance. Alors, ce n'est pas la confiance en soi, c'est la confiance aux éléments dont nous disposons pour avancer. Et la méfiance, parce qu'on ne peut pas se permettre de rejeter des éléments qui peuvent être utiles et garder, bien sûr, des éléments inutiles ou nuisibles. Donc, c'est se rapprocher du point milieu entre doute et précipitation. On est dans l'objectivité. Être objectif, donc, c'est ça, c'est loin d'être insignifiant, c'est hyper important. Mais on ne s'en rend pas compte parce que la vie de tous les jours nous mène à faire des choses à la vitesse grand V, on n'a pas le temps de réfléchir, mais pourtant, si, on a le temps d'avancer selon des méthodes de réflexion qui sont bien adaptées et surtout des priorités qui sont définies non pas par nous, mais par notre contexte. Et ça, c'est important. Donc, en règle générale, alors ça, on a vu l'objectivité. Mais le manque d'objectivité a aussi ses conséquences. Donc, le manque d'objectivité, ça génère des cas de conscience. Là aussi, ce n'est pas réservé aux criminels, les cas de conscience. Un cas de conscience, c'est reconnaître que ce que l'on a fait n'était pas à faire. C'est ça un cas de conscience. Donc, le manque d'objectivité génère des cas de conscience qui sont source de troubles de comportement parce que nécessairement, quand on reconnaît avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire, on est troublé. Le trouble conditionne nos actes et les actes conditionnés de façon trouble, ce sont des troubles de comportement. Je ne vais pas vous faire un dessin. Méfiance, confiance, doute, objectivité, cas de conscience, le point commun, c'est quoi? C'est l'émotion. Nous y sommes. Nous sommes arrivés, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec mes démonstrations un peu rigides, on va dire. Nous sommes au pied du bloc le plus important, l'émotion, et le mystère à se lever. Le domaine d'application de l'axiologie va donc de ce qui suscite l'émotion à ce qui en découle, incluant l'émotion elle-même. Cela regroupe, c'est le lien entre notre façon de penser et nos décisions. Quand je parlais tout de suite, le domaine d'application qui va de ce qui suscite l'émotion à ce qui en découle. Plus concrètement, c'est le lien entre notre façon de penser et nos décisions. C'est plus parlant, c'est plus réel. C'est aussi le lien entre la raison de nos choix et leurs conséquences. C'est encore plus parlant que les décisions, parce que les conséquences, ça implique nécessairement une responsabilité. Façon de penser, décision, on s'en fiche un peu. Le choix et la décision, c'est un peu plus délicat. On s'en fiche un peu moins. Bon, pour certains. D'autres s'en fichent complètement, mais peu importe. C'est quand même la même chose pour tous. Que l'on soit désinvolte ou que l'on soit attentionné et minutieux, c'est la même chose pour tous. OK. Donc, cela regroupe quoi? Cela regroupe les influences qui vont déclencher l'émotion, les phénomènes qui la caractérisent et les événements qui vont induire la phase suivante. Le processus est le suivant: la raison, l'émotion, la décision et la conséquence, qui est une raison, qui génère une émotion, qui suscite une action, donc une décision, une raison, émotion, décision, raison, émotion, décision. Vous voyez où je veux en venir? L'intellect fonctionne comme un moteur. L'émotion, c'est l'impulsion qui force l'action. Et le carburant, ce sont toutes ces informations en libre service tout autour de nous.
Voilà comment fonctionne notre intellect. Si on ne respecte pas ça, eh bien, le moteur il peut tomber en panne. Donc, l'intellect fonctionne de cette manière. Il ingère des informations qu'il attrape dans l'environnement. On verra comment tout à l'heure. L'émotion transforme l'information en impulsion et force l'action qui nécessite une réponse qui sera analysée, donc la réponse et la conséquence, qui sera analysée par l'émotion, et ainsi de suite. Tout ce qui est autour de nous va, à un instant précis, capter notre attention, susciter une réflexion et générer une action. Voilà le processus. Le carburant, ce sont toutes les interactions. Je parle d'informations sur mon croquis, mais ce sont toutes les interactions qui vont nous parvenir par notre environnement et l'impulsion et l'action qui vont suivre seront déclenchées par l'émotion. Après, il y a des interférences qui rentrent en ligne de compte, les choix que chacun a à faire, les intérêts que chacun a, à défendre, que les gens ont à défendre, les objectifs qu'ils ont envie d'atteindre ou qu'ils refusent d'atteindre, parce que il ne faut pas oublier que tout le monde ne suit pas les règles du jeu, même quand il n'y en a pas d'ailleurs, mais tout le monde n'a pas des principes établis et souvent, eh bien, on tourne la tête parce qu'on ne veut pas voir. On se détourne du chemin parce qu'on ne veut pas aller là où il faut. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça crée comment dire, un immense nœud dans lequel chacun tente tant bien que mal d'évoluer et d'avancer. Mais le principe de base, c'est celui-là. Donc, pour reprendre le schéma du moteur, l'émotion, c'est une étincelle. Et qu'est-ce qui différencie une étincelle d'une autre étincelle? Rien. Vous prenez deux pétards, vous allumez les mèches, ben les étincelles se ressemblent. Et c'est comme ça pour tout. Donc, l'émotion est unique. Et quand sait-on que nous avons une émotion? Eh bien, quand elle se matérialise. Donc, l'émotion est unique, mais sa matérialisation est multiple. L'émotion, c'est une étincelle qui va susciter je sais pas moi, un sursaut, qui va susciter un étonnement, qui va susciter plein de choses. Mais ça, c'est la matérialisation. L'émotion, ça sera toujours l'étincelle, comme un moteur. OK. Donc, il y a toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, dans l'esprit de chacun d'avoir peur, d'être triste, heureux ou autre. Je vous expliquerai le dessin après. C'est une amphore grecque, on en parle tout de suite après. Donc, il y a toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, dans l'esprit de chacun d'avoir peur, d'être triste, heureux, d'avoir n'importe quelle réaction possible. Si une ou plusieurs raisons peuvent susciter de multiples réactions, il ne s'agit pas d'émotions, il s'agit de causes et d'effets. Je vous parlais tout à l'heure d'influence et de conséquences. C'est exactement ça. Il y a des causes, il y a des effets. L'émotion se situe juste après la cause et juste avant l'effet. Et elle se matérialise différemment. Ça paraît, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, pour l'objectivité, ça paraît dérisoire. D'ailleurs, ça change quoi que l'émotion soit unique et pas multiple? Ça revient au même. Non, pas vraiment. Vous avez deux causes de problème. Vous avez soit l'émotion qui ne fonctionne pas ou mal, soit la conséquence qui donne une raison au problème. Et on ne peut pas traiter les deux de la même manière. Ça aussi, nous allons aborder le sujet à la fin de l'exposé.
et c'est vraiment fondamental. Tout ce que je vous dis là, en même temps, je veux dire que je suis un peu sévère avec mes collègues des professions de la santé mentale, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe qui, au risque d'aggraver un problème au lieu de le résoudre. Il faut connaître les nuances de notre fonctionnement pour aller directement et non pas de façon hasardeuse vers le problème, vers le maillon défaillant pour le réparer. Les personnes qui ont des difficultés à réfléchir, des difficultés à trouver des réponses à leur situation, n'ont pas le temps d'attendre des années pour que ça marche. Il faut les aider tout de suite. Une intervention, j'en profite pour le dire, une intervention, ou plutôt un soin quelconque sur quelqu'un sur le plan intellect, pour réparer l'intellect, ne doit pas dépasser 9 mois. C'est le temps pour mettre une vie en place. 9 mois. Si ça dépasse 9 mois, la personne qui s'occupe de vous, le spécialiste qui s'occupe de vous, n'est pas spécialiste. Et il faut le savoir. C'est-à-dire que ça peut mettre beaucoup moins, bien sûr, ça dépend de la gravité du problème. Ça peut être beaucoup plus si le problème est fondamentalement grave et prononcé, mais mis à part ces deux situations, pour aller mieux, le maximum, c'est 9 mois. Si la personne, au bout de 9 mois, ne va pas bien, soit elle n'est pas volontaire, soit elle a de mauvais conseils. OK. Donc, l'émotion n'est pas sa matérialisation, et par contre, c'est tout un univers sur l'être humain qui se cache derrière une émotion. C'est la compréhension de sa nature. Quand on traite un problème sur l'émotion, on va chercher dans la nature de la personne, la nature de l'être, sa nature profonde, ses dérives, ses dysfonctionnements, ses réactions. Alors là aussi, il y a une nuance à faire. Vous avez deux comportements qui se superposent, et chez tout le monde, c'est comme ça. Vous avez deux comportements. Vous avez la nature de la personne. Vous arrivez sur Terre, vous êtes un bon poupon, un beau poupon, bien joufflu, vous avez fait une belle naissance, vous avez votre nature. Cette nature, normalement, devrait s'épanouir, c'est-à-dire en grandissant, vous devriez rester vous-même. Or, la société ne permet à personne de rester soi-même. Et ce n'est pas pour rien. Il n'y a même pas de reproche à faire à quiconque parce que c'est la raison de notre présence. Je vous parle comme ça, mais je vous laisserai le soin de vérifier si c'est juste. C'est la raison de notre présence sur Terre et de notre croissance. Nous avons une nature qui est à modeler, qui est à travailler, qui est à sculpter. Nous sommes tout à la fois l'artiste et l'œuvre, et nous devons sculpter notre nature. L'objectif étant toujours le même, l'objectivité, mais pour y parvenir, il y a du boulot, parce que ça touche beaucoup de domaines, ça touche le domaine familial, traditionnel, relationnel, professionnel, et j'en passe. Tous ces domaines qui ont laissé une empreinte sur nous n'ont pas laissé nécessairement de bonnes empreintes, et il faut à un moment donné se débarrasser de tout ça pour redevenir soi-même, penser par soi-même et avancer. Donc voilà. Alors c'est quoi cet amphore qui est là devant vous? C'est une amphore grecque, bien sûr, de la Grèce ancienne, et c'est Ulysse. Ulysse qui combat l'hydre. Vous avez sûrement entendu parler, ou même vous connaissez la mythologie grecque. Ulysse qui combat l'hydre. Et l'hydre lui envoie des lances de feu. Et Ulysse se débat à chaque fois qu'il lui coupe une tête, il y en a deux qui sortent.
Eh bien, cette symbolique, c'est l'émotion qui a un corps unique et les pulsions qui s'en dégagent. Et Ulysse lutte contre ces pulsions. Et les lances de feu sont bien sûr les agressions qu'il subit, les agressions intellectuelles qu'il subit. Et chaque fois, il doit se battre en fait contre lui-même pour parvenir à vaincre l'hydre. Ok. C'était juste une petite parenthèse. L'émotion, c'est surtout, vu sous cet angle, bien sûr, c'est le point d'équilibre de notre intellect et de notre santé mentale. Les larmes, la colère ont une signification. Quand vous pleurez, et là vous allez comprendre la différence entre l'émotion et sa matérialisation, quand vous pleurez, vous avez une bonne raison. Vous pleurez parce que vous êtes triste, vous pleurez parce que vous avez raté quelque chose d'important, parce que vous regardez un film, parce que vous avez subi un échec, n'importe quoi. Enfin bon, peu importe, vous avez une raison de pleurer. Donc vous êtes triste. Si je prends l'inverse, la colère, il y a tout autant de raisons d'être en colère. Parce qu'on est contrarié, parce que ça ne va pas, parce qu'on voulait et on n'a pas eu, et puis voilà, et puis pour plein de raisons, on est en colère. Et ça, ce sont des raisons. Si vous allez voir un spécialiste et vous lui dites « je suis triste parce que ça ne va pas » ou « je suis en colère parce que ça ne va pas », eh bien, s'il vous donne du fortifiant pour ne plus être triste et de la verveine pour ne plus être en colère, eh bien, cette personne-là a raté son coup. Parce que ça ne signifie pas du tout ça. Il aura soigné la conséquence. Et quand on soigne une conséquence, eh bien, on ne soigne rien. Parce que la tristesse, et avant d'arriver à l'explication, si on prend les personnes que l'on qualifie de bipolaires, qui sont des fois tristes et des fois en colère, donc ça monte, ça baisse, c'est une erreur. Donc la tristesse, c'est une forme d'impuissance. La symbolique de l'émotion, dans ce cas-là, c'est l'impuissance. Il faut traiter la personne sur ce plan-là. Et donc, une personne qui est impuissante dans une situation donnée a besoin de solutions, non pas pour elle, mais pour sa situation, si on veut lui redonner le sourire. Et la personne qui est en colère, elle aura un sentiment d'être pris au piège. C'est un sentiment d'enfermement. La symbolique qui s'en dégage, c'est que la personne est prisonnière. C'est-à-dire que, c'est pareil, si on lui donne une verveine, on s'est trompé. Mais en même temps, si on explique qu'il y a une porte de sortie et que la solution envisagée ou les solutions mises en œuvre ne donnent pas de résultat parce qu'elles ne sont pas adaptées, la personne va se calmer et retrouvera sa sérénité. La tristesse, c'est l'impuissance. La colère, c'est la séquestration. On est pris au piège. Donc l'émotion a bien deux facettes. Enfin, l'émotion n'a pas deux facettes. L'émotion a une signification et elle se matérialise d'une autre manière. C'est comme ça qu'on traite les problèmes liés à l'émotion. Mais en même temps, c'est pas aussi simple, je vous l'accorde. J'ai fait simple pour la conférence, vous en doutez bien. C'est un peu plus complexe, mais peu importe. Ça donne quand même des orientations. Donc, si je reprends ma démonstration, les changements d'humeur et les modifications de comportement sont la manifestation de marqueurs décelables d'une émotion perturbée. Je vous ai dit tout à l'heure que l'émotion, c'était une étincelle. Et on ne fait pas n'importe quoi avec une étincelle. Donc, la manifestation décelable d'une émotion perturbée. Qui en tient compte? Alors oui, quand ça se manifeste trop souvent,
on dit tu vas pas bien, tu as besoin de te faire soigner. Ben, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai parce que c'est pas ça la solution. La solution, elle vient des influences ou des conséquences qui deviennent par voie de conséquence, c'est le cas de le dire, qui deviennent des influences. Donc, ça ne va pas régler le problème. Le problème, il est interne, il est émotionnel. Donc, on ne règle pas le problème de cette manière. Donc, quand l'émotion ne va pas bien, c'est que l'on est désynchronisé. On a perdu l'équilibre entre le rationnel et l'irrationnel. Si j'utilise un schéma, vous prenez un avion, notre tête d'ailleurs fonctionne comme la planète, elle est orientable. Non, elle n'est pas orientable, elle est orientée, pardon. Elle est orientée. Il y a un pôle nord, un pôle sud. Et les 4 points cardinaux. Alors, je ne parle pas de ça dans le sens, si on se met à l'envers, on ne peut pas penser. Ce n'est pas ça du tout. Même à l'envers, on peut penser. Non, notre cerveau, notre intellect a un pôle nord et un pôle sud. Et il est orienté en gisement selon les 4 points cardinaux. Si vous êtes dans l'irrationnel, si vous êtes dans la croyance et trop ancré dans la croyance, vous montez. Si vous êtes trop dans la méfiance, vous êtes ancré. Donc on voit la différence entre les gens qui sont capables de tout. Moi, je suis capable d'eux et ils se trompent et ou ils se ratent carrément. Et les gens qui ont peur de tout. Donc entre ces deux schémas, il faut se situer au milieu. Et après, vous avez votre nature qui rentre en ligne de compte. On en a parlé tout de suite. Votre nature, elle est composée, selon certains ou selon le cas, comment dire, de force et de faiblesse, pour peu qu'on sache ce qu'est la force et ce qu'est la faiblesse. Mais toujours est-il qu'elle est composée d'éléments qui nous sont favorables et d'éléments qui nous sont défavorables. Nous avons tous des situations où ça ne nous dérange pas d'intervenir et de faire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Et puis d'autres où on n'a pas envie. Donc voilà, il y a des situations comme ça. Si on intervient dans une situation avec aisance, mais un peu trop d'aisance, et puis qu'on ne maîtrise pas, on va rater son coup. Si on a quelque chose à faire, mais qu'on a peur de le faire et qu'on n'y va pas, on va aussi rater son coup. Alors, ça veut dire qu'on va pencher d'un côté ou de l'autre, mais comme un avion, quand il penche d'un côté ou de l'autre, ça revient exactement au même, force ou faiblesse, eh bien l'avion, il tourne en rond. Et vous allez vous retrouver à revivre les mêmes événements plusieurs fois, parce que la solution qu'il fallait mettre en œuvre, vous ne l'avez pas trouvée, ou vous ne l'avez pas mise en œuvre par refus. Vous avez tourné la tête, vous n'avez pas voulu, c'est ce que je disais il y a peu de temps. Donc voilà, l'émotion a ses caractéristiques, a ses marqueurs, et elle signale un dysfonctionnement chez nous. La chaîne émotionnelle, quand ça se passe comme ça, n'est plus capable de donner des informations fiables. Si vous vous trompez et que vous persistez, ou si vous refusez et que la situation vous dépasse, votre chaîne émotionnelle est défaillante, mais plus ça va, et moins vous aurez la possibilité de répondre présent pour la situation. Donc, la chaîne émotionnelle ne sera plus capable de donner d'informations fiables. Elle sera soit excessive, soit éteinte. C'est le court-circuit. Et le court-circuit, c'est le choc émotionnel. Le choc émotionnel, c'est l'instant zéro sur le fil du temps. C'est-à-dire que vous avez laissé perdurer une situation qu'il fallait stopper ou qu'il fallait entreprendre. Vous ne l'avez pas fait. La situation s'est envenimée.
mais naturellement parlant. Pas parce que vous avez laissé brûler l'immeuble, pas du tout. La situation s'est envenimée parce que vous avez refusé d'effectuer la démarche qu'il vous revenait de faire. Et ce sont vos émotions qui ont été alertées au fil du temps. À chaque fois, vous avez eu le contact avec l'événement, vous avez réfléchi sur ce qu'il fallait faire, vous n'avez pas voulu le faire, et au bout du compte, la situation se repositionne. C'est un reset en quelque sorte. La situation se repositionne et vous êtes obligé de faire ce qu'il faut faire. Alors pourquoi un choc émotionnel? Et ça se traduit comment? C'est généralement quelque chose. Alors, on parle d'intellect, attention, je ne parle pas d'installer l'étagère qui traîne depuis 6 mois dans le couloir, c'est pas ça. Je suis dans l'intellect et à tout instant dans l'intellect. Donc un choc émotionnel, c'est un événement, ou plutôt une suite d'informations erronées dans votre mode de pensée. Bien, pour terminer cette première partie, alors l'émotion, si elle est incontrôlée, elle est nuisible. L'axiologie sert à en réguler le flux, ça corrige en temps réel les imperfections de la nature profonde de l'être et ça répare les altérations de son intellect. L'émotion conditionne nos actes et pousse à l'erreur. Plus puissante est son intensité, plus faible sera la volonté. L'axiologie développe l'acuité intellectuelle, équilibre forces et faiblesses de notre nature. Ensuite, l'émotion embrase la raison. Elle court-circuite l'intellect instantanément et les forces qui s'en échappent sont alors destructrices. L'axiologie tempère nos décisions et apporte le recul indispensable en situation d'urgence. Enfin, l'émotion altère le discernement et révèle tout déséquilibre de l'intellect. Plus le décalage est important, plus le choc émotionnel sera violent. On vient de le voir à l'instant. Donc, comprendre le sens d'une émotion est donc fondamental pour agir avec objectivité. On est bien au terme de notre sujet de discussion et surtout agir avant l'électrochoc. Donc, les défaillances d'analyse et le manque d'objectivité sont les conséquences directes d'une altération du processus émotionnel qui conduisent à commettre des erreurs parfois lourdes de conséquences, pouvant aller jusqu'à d'importants troubles de comportement. Voilà pour cette première partie. Alors, je vais quand même un peu parler de la deuxième partie. Après tout, je ne sais pas comment ça se passe, mais on a un peu de temps. Au moins l'aborder. L'axiologie, c'est une science aussi, c'est une science réparatrice, mais avant tout préventive. Elle est indispensable à notre équilibre. Et l'intellect fonctionne grâce à l'émotion. C'est l'étincelle qui maintient l'esprit actif en permanence et en toutes circonstances. Donc l'émotion, on peut considérer qu'elle est dangereuse, mais surtout pas s'en passer. C'est important. Il faut qu'on ait des émotions parce que c'est notre moyen de communication. Et comme je l'écris, sans émotion, pas de vie. L'émotion nous est utile. Et c'est ça l'objet de la deuxième partie. Nous sommes, alors déjà, par rapport à nous, donc là, comment dire, je reviendrai là-dessus. Nous sommes tous conscients de nos actes, même si nous ne sommes pas pour autant nécessaires en mesure de les expliquer. Il convient alors de faire la différence entre le verbal, qui dépend de nous, et le non-verbal, qui découle de notre comportement. Et ce non-verbal entraîne une réponse indépendante de notre volonté. On est bien d'accord, il y a le verbal, ça dépend de nous. Le non-verbal, ça dépend de notre comportement. C'est toujours le même schéma, l'influence, l'émotion, la conséquence.
OK. Donc, ce qui dépend du non-verbal, donc de notre comportement, c'est-à-dire de notre vraie nature, de ce que nous pensons et ce qui nous arrive, ce qui dépend donc du non-verbal, sert à nous faire comprendre en toute objectivité, puisqu'il n'y a pas d'intervention humaine et surtout pas nous-mêmes. Donc, ça nous fait comprendre en toute objectivité ce qui nous est important de savoir, et en particulier sur nous. Le non-verbal est véhiculé par tout ce qui compose notre environnement, personne, objet ou média, et crée une interférence qui vient perturber notre quotidien pour solliciter notre attention. L'information indispensable pour mieux se connaître nous parvient de cette manière. Je rentrerai un peu dans les détails par la suite. C'est une confirmation, donc on est bien d'accord, ça vient perturber notre quotidien. On va voir pourquoi. Ça perturbe notre quotidien pour solliciter notre attention. Il y a quelque chose qui vient tout le temps nous tirer par le bras pour dire « regarde par là, écoute ça, fais ceci, fais cela ». OK. Et ça ne dépend pas de nous. C'est une confirmation ou une contradiction qui ne surgit pas nécessairement quand on en a envie, mais toujours quand on ne s'y attend pas et qu'il est impossible d'éviter. C'est ça le non-verbal. C'est véhiculé par tout ce qui compose notre environnement, personne, objet ou média, et crée une interférence qui vient perturber notre quotidien. Cette interaction spontanée est un choc émotionnel. Ça ne paraît pas, c'est insignifiant, c'est minime, mais à partir du moment où vous réagissez à un phénomène ambiant, vous avez un choc émotionnel. Et sous ce terme, ça regroupe chaque fois toutes les interventions, chaque fois que votre émotion s'active. Chaque fois qu'elle s'active, vous avez une réaction. C'est un choc émotionnel, qu'on le veuille ou non. Au quotidien, la nature de notre être sollicite l'émotion en permanence et à notre insu pour ajuster notre façon de penser. Alors, ça va loin tout ça parce que, en fait, ça conditionne notre façon de penser et ça nous permet d'agir sur nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes et nous ne pouvons le savoir que par l'extérieur. Vous pouvez vous penser beau, idiot, intelligent, n'importe quoi, que ce soit des compliments ou des reproches. Combien d'enfants à qui on a dit « t'es nul » avaient une intelligence bien plus élevée que la moyenne. Combien de personnes qui se croient futées ne le sont pas. C'est facile de se qualifier, de s'attribuer des compliments ou des reproches. Non, la confirmation vient de l'extérieur. Et ce sont les interférences qui sont autour de vous qui vont vous confirmer ou vous affirmer si ce que vous pensez est juste. Donc, de façon interactive, nous sommes confrontés à d'incessants chocs émotionnels, majoritairement imperceptibles, qui servent à corriger les écarts de perception ou d'objectivité, même minimes et insignifiants. Et le très célèbre « Connais-toi toi-même » de Socrate tient de l'axiologie. Ah ben tiens, justement, on est à la deuxième partie. Les mystères ne se révèlent qu'à ceux qui cherchent à en comprendre le sens. Ça, c'est pour vous. Les mystères ne se révèlent qu'à ceux qui cherchent à en comprendre le sens. Allons-y, on va essayer de comprendre ça. Et les mystères, il y en a plein autour de nous. Toutes ces interférences sont des mystères. Tous les concours de circonstances sont des mystères. Les hasards c'en est aussi, même si chacun dit qu'il n'y en a pas, tout le monde sait qu'il y en a. Et on ne sait pas les expliquer, même si on dit qu'il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est la nature qui veut ça. Mais en même temps, ça s'explique.
Allez, on va passer à ça. Les petits dérangements qui perturbent notre quotidien et qui retiennent notre attention, la détournent même ou nous irritent souvent, c'est un mystère qu'il faut élucider. Qui a pris le temps d'élucider ces mystères? Il y a un peu de gens. Bon, il faut avoir du temps, je suis d'accord avec vous. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Eh bien, je vais vous expliquer ça. D'abord, il y a des choses qui nous arrivent et qui ne sont pas importantes. Même si elles sont importantes pour le travail, pour la famille, pour n'importe quoi, elles ne sont pas importantes pour nous. Et puis, il y a des choses que l'on n'attend pas. Ce sont donc ces petites interférences. Alors là, il faut y faire attention, tout le temps. Tout a une raison d'être. C'est ça que j'appelle des mystères, ces interventions qui ont une raison d'être. La particularité de ces petits mystères, c'est qu'ils sont furtifs. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est très éphémère. Vous voyez quelque chose, vous voulez y porter plus d'attention, ça a disparu. Vous entendez quelque chose, c'est trop tard, mais vous l'avez entendu quand même. Donc vous avez vu ou entendu. Et vous ne pouvez pas dire ça ne s'est pas passé. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas le montrer à d'autres, mais ça s'est passé et vous seul le savez. Donc, chaque fois qu'une chose ou qu'un événement vous fait réagir, mais regardez dans vos petites certitudes inviolables ce qui correspond à cette agression et vous y trouverez sûrement la réponse. Parce que c'est pour vous orienter et pour épurer votre nature. C'est un défaut à corriger, une erreur à rattraper. Plus la réaction est vive, plus le problème est gros et inévitablement visible. Alors, ces petits phénomènes sont insignifiants au début, mais pas après. Au début, ils sont insignifiants et puis se répètent parce que quand ils commencent, vous ne les voyez pas nécessairement. Puis c'est normal parce que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui vous arrive. Donc, il va se reproduire une deuxième fois, une troisième fois. Vous savez, c'est un peu comme les rebonds d'une balle que l'on jette par terre. Elle rebondit d'abord plus haut, donc, et elle met du temps à redescendre. Et puis, plus elle se rapproche du sol en rebondissant, et puis plus les rebonds sont répétés et rapprochés. Eh bien, dans votre quotidien, vous allez avoir des interférences similaires qui vont se produire. Et au début, elles seront espacées. Et puis, elles vont se rapprocher. Vous ne manquerez pas de les remarquer. Elles vont se rapprocher dans le temps. Et puis, de plus en plus près. Et jusqu'à les remarquer, mais de façon très flagrante, très visible. Et à un moment donné, elles vont même se reproduire 2 fois dans la même journée. Vous allez trouver ça incroyable. Tiens, j'ai vu ça, je le revois maintenant. Mais oui, bien sûr, parce que quand ça se reproduit dans la même journée ou du jour au lendemain, ben c'est que l'événement que vous allez vivre, il va avoir lieu. Et c'est maintenant qu'il faudra y faire attention. Donc l'événement, vous allez le vivre. Et c'est certain. Les informations qui vous parviennent, elles suscitent votre émotion. Elles sont à vous. Elles sont à personne d'autre. C'est pour ça qu'elles sont furtives, qu'elles sont éphémères et que personne ne peut le savoir. Parce que c'est votre secret. C'est une information personnelle qui vous est destinée, à vous et à personne d'autre. Ce que vous savez, personne ne peut le savoir, parce que ça concerne votre vie, ça concerne votre nature, ça concerne votre personne, ça concerne votre intellect. C'est votre émotion, c'est votre message. Quand quelque chose arrive, si vous le remarquez, c'est dans votre boîte aux lettres, le courrier il est pour vous. Si vous tournez la tête, et vous avez tout à fait le droit de tourner la tête et de ne pas faire attention à ce qui vous arrive, eh bien, il n'en demeure pas moins que pour tourner la tête, il faut avoir vu, et quand on a vu, on est destinataire du message, on ne peut plus faire autrement, on ne peut plus l'ignorer. Tous les gens qui tournent la tête ont quand même eu connaissance de ce qu'ils devaient savoir. Ceux qui changent de route, c'est pareil. Alors, on va parler avec des exemples concrets. Là, c'était un peu général. On va parler avec je vais prendre des exemples concrets. Vous avez une confiance à accorder à quelqu'un.
quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous rencontrez pour une raison quelconque, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les relations, que ce soit pour n'importe quoi. Vous rencontrez quelqu'un, est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne? Eh bien, vous allez le savoir. D'abord, vous allez être en face de la personne pour discuter nécessairement, que ce soit en visioconférence ou que ce soit physiquement autour d'un verre, vous allez être en face de cette personne. Et là, il va se passer des choses, inévitablement. Vous allez subir des interférences. On ne va pas tout le temps les répéter, mais vous allez subir des interférences, c'est inévitable. Ces interférences ont deux sens. Soit elles sont familières, elles sont fraîches, et elles vont dans le bon sens. C'est-à-dire, en fait, elles génèrent le sourire, la bonne ambiance. Eh bien, la personne en face de vous, puisque vous avez un doute et qu'il faut le lever, ces petites interférences viennent lever le doute. Vous pouvez avoir confiance, ce qui ne vous empêche pas de gérer l'événement à votre manière, mais vous pouvez avoir confiance. Si les interférences sont nuisibles, on va dire, si elles perturbent l'entretien, alors il faudra avoir un regard un peu plus aiguisé sur la situation. Mais en même temps, on peut étendre ce principe. Vous pouvez être avec quelqu'un dans votre travail, dans votre famille, n'importe où, quelqu'un qui est digne de confiance, mais qui, à un moment donné, n'est pas très cohérent. Et vous pouvez le savoir aussi de la même manière. Si quand vous êtes en présence de cette personne dans un contexte donné, des interférences sont négatives, alors que tout le reste du temps, tout se passe bien, c'est que dans ce domaine précis, pour ces raisons précises, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que la personne est négative, ça veut dire que peut-être qu'elle a des soucis, qu'elle ne veut pas le dire, que ça peut être n'importe quoi, mais ça veut dire que cette personne n'est pas cohérente avec le reste de sa vie quotidienne. Et c'est là qu'il faut chercher. On peut aussi savoir si la confiance que l'on accorde à quelqu'un est beaucoup moins sûre dans certaines conditions. Et en fait, si les explications que l'on obtient quand on se pose des questions sont vraies ou fausses. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, je mets en garde, on ne déduit pas tout de suite que si ça ne va pas, c'est à jeter, si ça va, c'est à prendre. Pas du tout. C'est toujours très nuancé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est de cette manière qu'on peut se positionner, et surtout quand on mène des projets, et des projets compliqués, on peut se positionner pour savoir comment ça avance ou pas. Alors, on peut aussi savoir si un projet est irréaliste. Si le projet est irréaliste, on peut attendre de le monter pour savoir qu'il échoue. Mais non, c'est mieux de pouvoir le comprendre avant. Donc, il y aura trois possibilités. La première possibilité, il va y avoir des interférences et puis quelques barrières. Et ça ne sera pas simple à mettre en œuvre. Mais on peut quand même continuer. Mais la deuxième possibilité, ça ne se mettra pas en œuvre, mais il y aura des conséquences. Et puis on peut quand même continuer. Et puis la troisième possibilité, troisième tentative, on va dire, ça sera un échec qui sera cuisant et qui aura des conséquences. Donc là, quand ça se passe comme ça, on n'attend pas la troisième fois, en général, on s'arrête avant. Mais dans le cas contraire, ça marche aussi. C'est-à-dire que vous avez un projet à réaliser et puis vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il va y aussi y avoir trois tentatives, mais celles-ci ne dépendent pas de vous. La première tentative, vous allez voir quelqu'un qui aura le même projet, mais pas vraiment le même. Ça va vous irriter. Ah ben tiens, l'émotion va rentrer en ligne de compte, bien sûr, parce qu'il y a un message à comprendre. C'est que le projet que l'on voit, il faut en prendre et en laisser. Ce n'est pas le même projet, mais par contre, il y a de bonnes pistes à explorer. Allons-y. La deuxième possibilité,
Ben, ce n'est pas encore ça, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Mais par contre, il se construit. La deuxième fois, la première fois, on est spectateur. La deuxième fois, on est figurant. Et la troisième fois, on est l'acteur principal. On réalise son projet et on le mène à bien. C'est là que ça marche. Et puis, il y a aussi les projets qui s'arrêtent par manque d'idées, par manque de documents, par manque de n'importe quoi. Il y a quelque chose qui bloque et on ne sait pas quoi. Et bien là, on se promène, on fait n'importe quoi, on va n'importe où, on n'a pas le moral. Et puis, on voit quelqu'un. On voit quelqu'un, soit quelqu'un qu'on connaît, mais qui ne nous voit pas, soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on a déjà vu ailleurs. Eh bien ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va nous donner la réponse que l'on cherche, qui va nous être utile pour notre projet ou pour faire quelque chose que l'on a à faire. On nous annonce l'événement à venir. On nous annonce. Ça, c'est pour plus tard, ça. Pour l'instant, prenez-le comme ça c'est pour plus tard. Et puis des fois, en se promenant, on rencontre un quêteux, quelqu'un qui fait la manche et puis qui dit « Tiens, t'as pas une pièce à me donner ?» Ben non, j'ai pas une pièce. Mais par contre, la personne qui vient et qui demande de l'argent a une importance parce qu'elle aussi, elle a sollicité notre émotion. Et quand l'émotion est sollicitée, il y a une raison. Eh bien, cette raison, c'est que on va avoir une dépense à faire. On n'a pas prévu, on n'y pense même pas d'ailleurs, mais on va avoir une dépense à faire. Et on peut penser que c'est de la superstition, mais non, ça n'a rien à voir avec la superstition. On est toujours dans l'émotion, on est toujours dans la symbolique de l'émotion, on est toujours dans la matérialisation de l'émotion. Pourquoi la personne qui demande de l'argent, ça veut dire qu'on va dépenser des sous? Eh bien parce que l'émotion qui a réagi, elle a réagi en fonction de la sollicitation une sollicitation financière, on demande de l'argent. Et la symbolique qui s'en dégage, bien sûr, c'est de payer. Et quand on est prévu de payer quelque chose, ben, c'est parce qu'on a des achats à faire. Ce n'est pas l'achat pour acheter sa baguette de pain, je vous rassure tout de suite. Quand on a une information, c'est toujours sur le plan utile et incontournable. C'est-à-dire que ce n'est pas le projet qui vous ferait plaisir. Non, non, c'est quelque chose d'indispensable, nécessaire pour votre activité personnelle. Donc, on est toujours dans l'intellect et dans le chemin vers l'objectivité. Tout ce que vous avez dans votre vie doit être utile à votre parcours. C'est un parcours pédagogique. Ça paraît bizarre, mais on est tous dans un parcours pédagogique. Donc voilà, la symbolique, c'est ça. D'une manière générale, et là j'en arrive à la méthode générale, quand votre émotion est sollicitée, elle correspond à une image du décor. Cette image du décor recèle une information cachée, comme je vous disais, qui n'appartient qu'à vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir comprendre cette image. Donc, quand votre émotion est sollicitée, ce décor reflète une symbolique, comme le quêteux qui demande de l'argent. Vous en tirez la symbolique et vous n'avez plus qu'à chercher comment l'adapter à votre pour qu'elle vous corresponde, pour qu'elle soit utile. Si vous ne trouvez pas, pas de problème, parce que ça va se reproduire une deuxième fois, puis une troisième fois, vous finirez par comprendre. Mais chaque fois que votre émotion est sollicitée, et chaque fois que vous avez un petit choc émotionnel, vous avez un message qui vous parvient et vous devez en tenir compte. Vous devez au moins avoir cette approche, cette ouverture pour dire attention, là, il y a quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment important. J'avais prévu comment dire, deux exemples. Enfin, on va prendre la dépression par rapport à la rupture conjugale.
Donc, je disais tout à l'heure, c'est un choc émotionnel qui est important. Et la personne, elle est généralement très secouée. Eh bien, euh, la symbolique des décors que l'on voit, là, elle rentre en ligne de compte et plus que jamais. Ces personnes qui sont perdues, malheureuses de ne plus être avec l'être aimé, euh, voient généralement beaucoup de gens qui s'aiment. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et c'est normal. Elle voit des gens qui s'aiment, elle voit des gens qui s'embrassent, des gens qui sont heureux ensemble, des gens qui se tiennent par la main, ça les énerve. Ça les énerve parce que ça vient solliciter leur émotion. Et c'est aussi nécessaire parce qu'ils doivent le remarquer. Alors, ça ne se passe pas au tout début de la rupture, ça se passe généralement quand ils se morfondent chez eux. Et ça les rend encore plus malheureux. Mais en même temps, ils se disent, bah oui, mais si je vois plein de gens qui sont heureux, c'est parce que la personne qui m'a quitté, ben, elle va revenir. Et puis, on va à nouveau être heureux. Ça paraît logique. C'est un peu logique, je vais dire, mais c'est raté parce que c'est faux, parce que c'est tout le contraire qui se passe. Le choc émotionnel, il déclenche quoi? Il déclenche de la tristesse et pas de la joie. La tristesse, c'est quand quelqu'un n'a pas de solution. La personne est accrochée à son amour perdu et ne s'en décroche pas. Donc, tant que cette personne verra des gens heureux et que ça l'énervera, c'est qu'elle n'aura pas fait la démarche nécessaire pour arrêter cette dépendance amoureuse. Si elle persiste, elle va continuer à penser que l'être aimé va revenir. Elle va se tromper, mais elle continuera à être malheureuse et elle continuera à attendre. C'est interminable. Et c'est pour ça qu'on voit des dépressions qui durent. La dépression, je garde le mot pour vous. C'est pour ça qu'on voit des dépressions qui durent pendant des années. Mais j'en connais des personnes comme ça. Mais tant qu'elles verront ce genre de situation, c'est que leur système émotionnel sera défaillant et qu'elles n'auront pas fait le nécessaire pour le rétablir. Quand elles verront des gens heureux ou des gens qui s'aiment et que ça les laissera indifférents, ils seront guéris. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les trois quarts des gens qui viennent me voir n'ont pas besoin de médication, ils vont bien. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas leur décor et tout est important dans le décor. Bien, il restait la chambre des secrets. C'est un peu court, j'ai un peu abusé. Pas trop, mais j'ai un peu abusé. Donc, je vais juste vous dire une chose, c'est que ouais, je ne vais pas vous laisser en plan là-dessus, c'est la partie la plus fascinante, la plus importante, et je préfère vous en donner très peu que de ne rien vous donner du tout. D'abord pour tenir ma parole, parce que je l'ai mis sur le sommaire et qu'il faut le faire, sinon on n'a pas de parole. Et puis surtout parce que c'est important pour vous. Je vais parler de croyance. La croyance, c'est tout ce que l'on imagine pouvoir faire qui existe et qui n'existe pas, pouvoir faire et qu'on ne peut pas faire. Enfin bon, c'est tout un monde, la croyance. Elle est utile, la croyance. Elle est nécessaire. C'est pas pour rien que, même si ça n'a pas été fait exprès, c'est pas pour rien qu'il existe, ou plutôt qu'on a fait exister le Père Noël, la petite souris, les lapins de Pâques, tout ça. Enfin bon, peu importe. On dit, il y a des enfants qui le vivent très mal d'ailleurs, de dire on m'a menti pendant toutes ces années. Ouais, bon, c'est ok, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge quelque part qui est utile. C'est utile parce que c'est une lutte entre ce que l'on est et ce que l'on doit devenir. C'est important. Ce que l'on est, c'est ce que finalement on nous fait croire. Ce que l'on doit devenir, c'est nous qui le façonnons. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tout à la fois l'artiste et l'œuvre. Et donc, on a beaucoup d'attention à porter sur la réalisation de l'œuvre. Alors oui, la croyance, c'est important.
mais il ne faut pas que ça dure. C'est un peu comme, c'est comme le chagrin d'amour. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et ben, j'en profite pour ça. Alors, il y a la croyance religieuse, on est dedans en ce moment, ça perturbe beaucoup de gens, ça génère des passions dans un sens, dans un autre. C'est parfois effrayant. Et en fait, on se bat pour rien. Quand on regarde bien, on se bat pour rien. Et il y a une filiation, parce que toutes ces... si je reprends le discours de ma conférence, je vais dire quoi? Je vais dire l'émotion, c'est une étincelle, elle est unique, elle ne concerne que la personne chez qui elle se matérialise, et elle a une signification qui est personnelle. Là-dessus, je suis conforme avec ma démonstration. Euh, je dis aussi que c'est un moyen de communication, c'est bien ce que je vous ai expliqué juste avant. Et s'il y a une communication, il y a, il y a quelqu'un à l'autre bout, il y a un correspondant, ou plusieurs. Généralement, c'est plusieurs, ils sont deux correspondants. Il y a la personne concernée, et puis il y a quelqu'un ou deux personnes de l'autre côté. On n'est plus dans la croyance, là, on est dans la communication, on est dans les messages. Ben, le message non verbal, le message qui utilise nos cinq sens, puisque ça passe par là, et que nos émotions, enfin les sens plutôt, sont le bras armé de notre émotion. Donc là, je ne parle pas de divinité, je parle de logique, je parle d'autres personnes. Qui cela peut bien être? Eh bien, pour savoir qui vous avez derrière le miroir, parce que là, on est en ce moment, là, cette troisième partie, là, vous êtes sur le cadre du miroir. Jusqu'à présent, vous avez commencé devant le miroir. Je vous ai fait rapprocher du miroir, et là, tout doucement, vous êtes en train de passer à travers le miroir. Qui se cache derrière ce miroir, qui vous donne des informations sur votre nature pour en corriger les défauts, qui donne des indications sur des événements à venir, vous conseille sur le travail que vous êtes en train de réaliser, celui que vous allez rater pour vous éviter de faire une erreur, de prendre des décisions inconsidérées ou mieux d'avoir des ennuis. Il y a quelqu'un ou des personnes derrière tout ça. Reprenez le schéma de la famille. Comment ça peut se passer? Si l'on tient compte de l'adage le malheur des uns fait le bonheur des autres, quand on nous empêche de faire quelque chose qui est préjudiciable à d'autres, ben c'est que les autres sont protégés. Ils sont protégés par quelqu'un aussi, ou des personnes. Ils ne sont pas protégés par une divinité. Ça n'a pas de sens. Donc, ces informations, elles sont liées à chacun en particulier. Donc la communication qui est établie et que vous allez établir, j'en suis certain, à partir de maintenant, puisque vous avez quelques pistes d'exploration, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en donner d'autres, mais pour l'instant, ça suffit bien pour démarrer. Ces pistes-là, elles sont personnelles, elles ne concernent que nous-mêmes et personne d'autre. Qui dans la famille nous donnerait des informations quand on est tout petit? Qui nous aide à faire du vélo quand on ne sait pas faire? Qui tient la selle pour pas qu'on tombe? Il y a quelqu'un derrière là. On ne peut pas le nier. Et ce n'est pas une divinité, c'est du réel. Dans la nature, tout est hétéro. Les plantes, les animaux, les humains. La nature ne fait pas dans l'originalité. Les précédents ouvrent la porte aux suivants. Les parents donnent naissance à des enfants qui eux-mêmes deviendront parents et donneront naissance à des enfants et ainsi de suite. Ça, c'est pour le corps physique. Mais vous êtes plus qu'un corps physique. Vous êtes une intelligence. L'intellect, c'est vous. Et cet intellect, il ne meurt pas. Donc, vous êtes nécessairement, puisque vous avez donné la vie à des petits qui sont eux aussi du même, du même, on va pas dire du même sang, mais du même corps astral que vous, ben vous venez aussi de parents
d'ascendant. Votre corps astral a été conçu par des ascendants, comme votre corps physique a été conçu par des parents. Et où est l'importance de connaître ça? Eh bien, c'est simple, c'est que la religion vous a détourné de vos origines et que, en réalité, là, actuellement, sur la planète, il n'y a que des orphelins. Alors, il ne faut pas s'étonner si les gens sont perdus, s'ils n'ont pas de repères, et si on peut leur faire croire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut reprendre les rênes de sa vie. On en pense ce qu'on veut, et ce n'est pas le but de vous convaincre, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Je souhaite seulement que vous fassiez la part des choses pour vous, mais pas pour moi. À un moment donné, on a détourné votre attention et les personnes qui sont en fait vos parrains et marraines sont devenus vos parents. Oui, parents physiques, mais pas vos vrais parents. Et donc, toutes les informations qui sont mises à votre disposition et qui sont fiables à 100%, parce que ça risque de changer votre vie si vous faites attention à l'avenir, ces informations-là ne sont pas l'œuvre d'usurpateurs. Ce sont des informations fiables et qui seront toujours justes. Donc, ce n'est pas une question de croyance. Là, on est dans le vrai. Si vous fonctionnez de cette manière, vous aurez toujours des informations pour lever vos doutes, vous aurez toujours les informations pour aller de l'avant, vous aurez toujours ce qu'il faut pour avancer, pour comprendre ce qui vous arrive. Et ça arrivera toujours au moment opportun. Je ne vais pas trop m'étendre, ça fait longtemps, j'ai pris beaucoup de votre temps. Je vais répondre s'il y a des questions, je vais répondre, bien sûr, je suis là pour ça. Et j'ai été très content de vous parler de ma spécialité, de vous parler des franges de ma spécialité, parce que, bien sûr, elle n'a pas été découverte comme ça. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Voilà, en gros, c'est un peu ça. L'axiologie, je vis avec depuis tout petit. Je l'ai expliqué, je l'ai modélisé. C'était à Montréal dans les années 2000. Et puis voilà, je vis avec depuis longtemps. Et je suis heureux d'avoir pu passer un moment avec vous ce soir. Voilà. Merci Denis pour toutes ces précisions et puis ce voyage dans l'axiologie qui commence à un petit peu être un peu moins brumeux pour nous. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une autre manière d'aborder tous ces sujets. Et voilà, c'est très intéressant.